Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec, Ilan, qui a donc, une entreprise et une activité qui s'appelle, le lettering créatif. Je pense qu'elle va nous expliquer, un peu plus en détail, ce que c'est. On s'est connus, je pense qu'il y a bien 10 ans, si c'est pas plus, parce qu'on avait toutes les 2 des blogs. Ouais, Et puis, en ce moment là, tu lances ton bouquin, avec un financement participatif. Donc ça s'appelle, «Je te rends le mot artiste», qui est un manifeste, voilà, pour ralentir, créer et résister. Donc tu vas pouvoir nous expliquer, tout ça. Hem, donc peut-être que tu veux nous expliquer un petit peu ce qu'est le lettering, créatif et ton activité? ouais, OK. Donc le lettering, c'est une forme de calligraphie. C'est, le fait de dessiner, les lettres. On les dessine avec, un côté vraiment, graphique, moderne. C'est quelque chose qui arrive assez tard dans ma vie. Donc il faut savoir que je suis autodidacte et c'est vraiment parti d'un truc tout bête, donc comme quoi on peut monter une boîte avec, une bribe d'idées. C'est que, j'adorais juste écrire dans des carnets. Ça, c'est vraiment mon objet fétiche, le carnet, les feutres. Et je voulais juste faire des jolis titres. Donc vraiment, tu te dis, voilà, la boîte, elle est quand même partie de là, hein. Donc je faisais des jolis titres, je me suis formée à ça et puis, moi, comme souvent quand j'aime quelque chose, j'ai besoin de le partager. Donc j'ai créé un blog, qui s'appelle Lettering Créatif et à partager des articles, des tutos, mon parcours. Donc c'était très transparent que je débutais, si tu veux, quand j'ai commencé et je pense les gens, voilà, m'ont suivi. Il y en a qui me suivent depuis le début, hein, donc c'était en 2019, hein, ça fait 7 ans déjà. Hem Et voilà, et j'ai lancé ma boîte autour de ça et plus spécifiquement autour de la transmission. Parce que je me présente souvent comme artiste en lettering, c'est parce que bon, faut bien trouver une façon, tu vois, de se présenter au monde et en vrai, souvent, je rajoute derrière, mon truc, c'est pas tant de créer que de transmettre cet art. Donc ça reste dans le partage, comme le blog initial, finalement. OK. Voilà. Et donc au niveau de tes prestations, parce que je crois que tu as fait aussi des vitrines, ou des choses comme ça. Tu as répondu à certaines demandes où justement là, tu étais en mode artiste et tu créais quelque chose pour des marques, mais tu fais surtout aussi des ateliers? Ouais, c'est ça. En fait, c'est quand même très à la marge. Ce que je me suis pas refusée, c'est d'explorer. C'est-à-dire que quand tu dis que tu fais du lettering, bah, les gens, ils vont se projeter tout un tas de choses. Enfin, est-ce que tu fais des logos? Est-ce que, enfin, tu fais, du branding? En fait, rarement ils comprennent ce que c'est parce que pour eux, c'est pas un métier. C'est-à-dire qu'ils voient ça comme, à la limite, une occupation, du week-end. Et puis en plus, j'ai souvent tendance à préciser que c'est pas tout à fait de la calligraphie non plus. Donc j'essaye d'enlever cette image genre, le calligraphe, les dorures, la plume, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de pédagogie dans ce que je fais parce que quand je parle de mon travail, effectivement, ils se disent: «Alors déjà, il faut que je comprenne ce que c'est». Après, il faut que je dise: «Mais à qui, enfin, à qui ça s'adresse?» Si je fais vraiment vite fait comme ça un panel de ce que j'ai pu faire, effectivement, il y a eu des vitrines, j'ai dessiné, j'ai customisé, des objets dans des boutiques, j'ai fait des enterrements de vie de jeunes filles, j'ai fait du team building. En réalité, on peut vraiment le décliner, dans beaucoup de choses parce que je fais aussi du lettering sur des objets, donc ça peut être du tissu, donc ça peut être de l'upcycling. J'ai fait beaucoup de d'ateliers aussi autour de ça et je revenais toujours aux ateliers, en fait. C'est-à-dire ce que j'aime quand quelqu'un me dit, admettons, par exemple, dans le mariage, il y a beaucoup de graphismes, de lettres, les marque-places, enfin tout ce que tu veux, la signalétique, en fait. Et j'ai tendance à dire: «Mais vous voulez pas que je vous apprenne à le faire?» J'ai aucun plaisir à le faire pour eux, en fait, tu vois? Je l'ai fait un peu parce que je te dis, j'ai exploré. On m'a demandé des plans de table ou des choses comme ça ou des marque-places et je trouve ça sympa, j'aime le faire, en fait. Mais je pense que j'ai le premier réflexe de dire, «Vous savez que je peux vous l'apprendre et vous allez être capable de le faire vous». Bon après il y en a, ils ont ni le temps, ni l'envie, je vais pas les forcer. Mais ouais, j'aime bien, que les gens fassent. Et je crois que du coup, ouais, quand tu as fait tes premiers ateliers et tout ça, ce qui t'a vraiment, animée, c'est justement cette reconnexion que alors ça passe à travers le lettering, mais parce qu'il y a un côté aussi, comme tu disais, qui est moins, normé que la calligraphie et du coup que les gens pouvaient finalement se reconnecter à leur créativité. Enfin, quel retour toi tu as eu? Qu'est-ce qui t'a justement donné envie de continuer à transmettre?
Ouais, en fait, bah, je me suis aperçue que les gens se donnaient pas la permission de créer, tout simplement. Et ça, c'est très dur à recevoir pour moi. C'est-à-dire que je le prends de plein fouet. C'est-à-dire que, les gens, ils viennent quand même avec cette bonne volonté parce qu'ils vont pas venir par hasard dans un atelier de calligraphie. Quoique je parlerai d'un autre aspect après. Donc ils viennent avec une envie de découvrir. Donc voilà, donc c'est super. Moi, c'est justement, ils ont envie de découvrir, j'ai envie de partager, ça va, ça match, tu vois? Et très vite arrive ce truc de, «Ah oui, mais je suis débutant». Alors il y a un petit recul comme ça: «Je suis débutant, j'ai mon écriture est moche, je ne sais pas dessiner». Donc ils vont comme, voilà, s'excuser d'exister quoi. Je traduis ça comme ça et je leur dis: «Mais vous êtes là, enfin voilà, on va» il y a pas de jugement. Alors moi je pose un cadre, à chaque début d'atelier, c'est toujours, vous allez voir, je guide pas à pas. Je vous montre des choses parce qu'ils viennent quand même pour une technique en fait au départ, qu'ils ont vu, la plupart du temps, ils ont vu des visuels, ils se sont dit: «Oh j'ai trop envie d'essayer». En général, ils ont pas réussi tout seuls chez eux et c'est pour ça qu'ils atterrissent dans mes ateliers. Donc déjà, je leur dis: «Bah, voilà, je cette technique, je vous l'offre, je vous la donne, mais sachez que vous avez le droit, voilà, après de prendre des chemins de traverse, de modifier, de changer et on va travailler à ça». Donc il y a tout ce cheminement de ils se déposent à l'atelier, ils me font confiance et puis moi, en fait, je suis beaucoup dans l'improvisation. C'est-à-dire que mon atelier, je sais ce que je vais transmettre, mais selon ce que eux me renvoient, je vais modifier, en fait, l'accompagnement aussi, l'adapter. Donc voilà et alors je te disais tout à l'heure, s'ils sont venus, c'est qu'ils voulaient, mais il y a aussi des cas, quand je fais du team building, c'est souvent des ateliers surprises. Alors là j'adore parce que justement, il y a tous les profils, pas forcément créatifs, parce que ça peut être dans des entreprises, voilà, dans tel domaine et puis on leur annonce, bah, voilà, vous avez un atelier créatif avec Ilan et puis j'explique ce qu'est le lettering et j'en ai fait un pas plus tard qu'hier, donc c'est très frais dans ma tête. Et là, c'est vraiment ça revient très vite, «Ah oui, on sait pas trop faire. Ah ça a l'air difficile, ah mais» enfin tu vois? Des obstacles qui se mettent tout seuls comme ça. Donc bah, à nouveau, je pose le cadre, j'explique et les jugements, ils pop comme ça, mais ils le font même pas exprès, c'est-à-dire, «Ah c'est pas beau, ah on dirait d'un truc de maternelle». Bon déjà comme si c'était moche ce que faisaient les maternelles, je suis désolée, c'est bon. Mais c'est parce qu'il y a de la comparaison, c'est parce qu'ils se font une image de ce qui doit être beau et donc voilà, j'essaye de casser tout ça donc mon outil effectivement, c'est le lettering parce que je pense que j'ai un amour aussi des mots. C'est hyper important, le choix de ce qu'ils vont écrire, et l'autre, et cette porte aussi, c'est que, bah, tout le monde connaît son alphabet. Moi, je dis souvent ça, bah, voilà, vous savez écrire, vous savez tenir un feutre. On a besoin que d'une feuille et d'un feutre. Il y a pas besoin d'un matériel, beaux-arts, de choses compliquées, on n'a pas peur de renverser le godet d'eau ou d'aquarelle et cetera. Donc il y a quand même un accès, qui, pour le coup, là, ils ont raison, type maternelle, c'est-à-dire un feutre, une feuille. Mais après, ça ouvre des portes à quelque chose d'assez, incroyable. Après, faut quand même se laisser il y a un lâcher prise à avoir. Faut qu'ils se laissent guider et qu'ils acceptent ce qu'ils produisent aussi. Voilà. Et c'est quoi les retours justement une fois qu'ils se laissent surprendre dans tes ateliers, qu'ils se sont laissés accompagner par toi, c'est quoi Ouais. les retours que Beh, tu as pu avoir? c'est assez divers, tu vois? Je vais pas te faire le truc, bisounours de: «Ah ça y est, ils sont tous, artistes et ils se sont découverts une passion», tu vois? Ce serait pas vrai. Mais il se passe vraiment des choses et en fait, ces choses, elles sont très personnelles à chaque, élève, stagiaire, comme on veut les appeler. Il y a, des quand même beaucoup de surprises. En fait, il y a toujours un plaisir. Ça c'est cool parce que, ils s'amusent, c'est drôle, ils se font des blagues entre eux aussi. Il y a, oui, j'aime bien aussi que se créent des choses entre les élèves. C'est pas chacun devant sa feuille et puis il s'applique et voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent en connexion, bah, surtout dans des team building, hein, typiquement. Donc tant mieux pour la quand même, l'objectif de l'entreprise, hein, qui est comme ça. Des surprises et il y a des gens, on voit tout de suite, ceux qui vont, tout de suite s'approprier, être curieux de la pratique, peut-être vouloir en faire après. Hier, j'ai eu une phrase: «Ah bah, j'aimerais bien continuer». Ah, hop, tiens, toi, je retiens. Et puis d'autres, on sent qu'ils ont pas réussi. Souvent, c'est un cadre, tu vois, 1h30, 2 heures, quelque chose comme ça. Et il y en a, bah, ça n'a pas pris. Et moi, j'ai aussi lâché prise sur ça parce qu'il y a une part de ma responsabilité, une part de l'autre aussi et c'est très bien
et j'accepte que je ne dois pas mon rôle n'était pas de convaincre en 1h30 qu'ils allaient, adorer le lettering, s'y mettre et cetera. Le but, c'était un bon moment, le temps présent, le partage, se laisser surprendre et là, c'est bon, j'estime avoir fait, ma part du chemin et de ce que j'avais, on va dire ma promesse par rapport à l'atelier. Mais globalement très positif quand même, faut le dire. Moi, le résultat, je le trouve toujours super. Ce qui les impressionne quand même, c'est de voir ce qu'ils ont fait au début et à la fin. Parce qu'il y a un vrai changement et c'est quand même une gageure en 1h30, enfin voilà. Donc il y a quelque chose quand même qui a bougé, voilà. Mmh. Et du coup, alors je te l'ai souvent dit, moi ce qui m'impressionne toujours chez toi, c'est que tu oses, je dirais tu défonces les portes. Enfin, tu as un projet, tu y vas, enfin voilà, je trouve que tu as une confiance, en toi de fou. Moi, tu m'inspires, beaucoup. Enfin voilà, tu t'es lancé dans ce projet lettering créatif, à bras-le-corps. Mais rappelons qu'au départ, toi voilà, tu as fait une école de commerce, tu as travaillé, dans l'informatique, jusqu'à Oui. ce présent-là. Après, tu as toujours été créative puisque tu fais de la musique, tu fais de la photo, du coup, avant de revenir peut-être, légèrement sur ton parcours, qu'est-ce qui fait, à ton avis, que toi tu y vas, quoi? Est-ce qu'il y a eu des éléments, je sais pas, dans ton enfance, de soutien ou juste, je sais pas, ou peut-être qu'au contraire, des fois, tu as eu des doutes et enfin voilà? Oui, alors je pense qu'effectivement, il y a toujours un décalage, hein, entre ce que les autres perçoivent et ce que nous on vit intérieurement, tu vois? Hem, Faut savoir que je suis Taureau, donc je fonce, oui, effectivement. J'ai ce côté, on m'appelle souvent la force tranquille. Alors je le prenais pas toujours bien quand on me le disait, au travail. Je me disais: «Mais il veut dire quoi par là? C'est bien ou c'est pas bien, en fait?» parce que je prenais le mot tranquille comme quelque chose de dans un monde où on nous demande d'aller vite, d'être, réactif et tout et je pense que je suis quand même plutôt introvertie et qu'au travail, j'étais plutôt comme ça. Donc je me disais: «S'il m'appelle la force tranquille, c'est que je dois pas assez, parler, je dois pas assez me montrer». Enfin, j'avais un côté comme ça où je me sentais pas à l'aise, quoi. Mais par contre, la persévérance, c'est un truc que j'ai, je pense, depuis enfant, enfin depuis toujours. Alors, est-ce que je sais l'expliquer de mon parcours ou de mon je pense que déjà j'ai toujours été travailleuse. C'est-à-dire, ça, c'est une valeur qui est transmise, je pense beaucoup dans les familles asiatiques. Heu, le culte du diplôme, ouais, il y a un côté très, ouais, travailleur, quoi. C'est-à-dire que, c'est même pas le résultat, le niveau ou quoi, c'est parce que le niveau, il peut tellement toujours être plus haut que de toute façon, on va travailler pour avoir celui d'au-dessus. Donc et tu jamais récompensé, tu ne fais que travailler, tu vois? C'est vraiment, cette image, qu'on a parfois, voilà, de besogneux un peu, tu vois? Ce truc-là. Donc ça, je pense que ça vient de l'enfance, heu et je dirais, ce qui est fou, c'est que même quand tu as des facilités, ça suffit pas non plus. Faut travailler. Tu as des facilités, OK, mais en fait, c'est encore pas assez, c'est voilà. Donc je pense que voilà, j'ai encore ce truc-là de, «Tu n'es pas assez», c'est une phrase qui m'accompagne encore aujourd'hui. Et donc comme je suis pas assez, bah, je trime, hein, je je continue, j'essaye d'aller à ce niveau. C'est quoi être assez? Pour, bah, avancer toujours plus, toujours plus, toujours plus et heu et j'en vois jamais le bout, en fait. Donc Mmh. maintenant je suis plus sereine, on va dire, avec ça. C'est-à-dire que je le prends comme une force et je me dis: «Bon, bah, comme ça fait partie de moi, je le rejette pas». Je veux dire, tu me donnes un truc, je vais le faire, je vais le travailler, quoi, tu vois? Et j'étais comme ça quand j'étais salariée, tu vois? Donc on me donnait un truc, alors moi c'était en temps et en heure, en travaillant. Mais comme j'avais des facilités, et que j'allais assez vite, j'ai jamais été, surchargée parce qu'il y avait quand même un truc qu'elle avait compris, c'est que je sais pas comment je l'ai compris, hein, mais ça c'est vraiment un truc, quand tu as fini ton travail, faut pas forcément le dire pour qu'on t'en redonne pas un après, tu vois? Parce que moi, on me donne un travail, je le fais. Donc si j'en réclame toujours plus, bah, on va m'en donner plus. Donc j'avais compris ça. Je regardais un peu le temps, on me disait: «Bah, tiens, tu mettrais combien de temps pour faire tel, truc?» Je disais: «Tant de temps». J'avais fini avant et ben, je le disais pas. J'attendais que le délai passe et que, voilà et du coup, j'ai une vie quand même assez, même si j'étais, tu vois, genre cadre sup, chef de projet, machin, je menais bien ma barque entre, garder du temps pour justement mes passions artistiques, mes loisirs et tout et faire le travail qu'on me demandait.
Voilà, donc j'avais mon travail, le soir, je partais genre, je sais pas moi, une chorale de gospel ou un cours de danse ou n'importe. Bah, tout était bien, cadré. Mais dans les 2 cas, je travaillais beaucoup. C'est-à-dire que dans mes loisirs aussi, j'étais comme ça. Mmh. Ça a pu me jouer des tours d'ailleurs. Des tours, Voilà. c'est-à-dire? Ah oui, bah alors tiens, je vais te donner une anecdote du livre, même si normalement il faut pas trop en dévoiler. Mais une de mes anecdotes du livre, c'est que, bah, j'ai fait un trop plein de loisirs. Je raconte qu'un jour, je me suis retrouvée, heu, j'ai un peu honte de dire comme ça, mais à pleurer devant mon mec en lui disant: «J'ai pas travaillé mon cours de chant, je peux pas y aller». Tu vois? C'est-à-dire que j'avais Mmh. peur du jugement de ma prof, parce que, bah, elle m'avait donné des trucs assez durs, hein. Elle était costaud cette prof. Tu vois? Et ça n'arrive jamais. Je veux dire, un loisir, c'est la détente du soir. Moi, je finissais ma journée de travail, je commençais comme une dour 2e journée de travail dans mes loisirs, tu vois? Où j'en étais. Donc bon, voilà, c'était la petite anecdote. Ouais, il y a un côté très, très exigeant, mais qui va avec ce que tu dis, avec le côté de, entre guillemets, «ne pas être assez». Moi, j'aime bien dire, tu sais, enfin, on voit ça notamment en PNL et en neurosciences, le cerveau n'entend pas la négation. Donc il suffit que tu dises, «Ne pensez pas à un éléphant rose» pour évidemment t'imaginer un éléphant rose. Donc si tu devais transformer cette phrase «Je ne suis pas assez», tu te poses la question de: «C'est quoi être assez?» Ce serait quoi pour toi cette phrase, un peu totem, mantra que tu pourrais te répéter? Pour contrecarrer ça, le «je ne suis pas assez». Hem, ah, encore une fois, j'ai pas trop envie d'en dévoiler parce qu'en fait, Tu justement, le dans le livre, livre aussi? Ah génial! à Bah, chaque fois, je dis: «La réponse est dans le livre». Donc j'ai bah trouvé la réponse, j'ai trouvé la réponse. Elle est dans le mmh, livre, effectivement. Comment faire pour, ne pas trop en dire et en dire quand même? Je pense que, bah, j'ai parlé tout à l'heure de permission, en fait, mon livre parle beaucoup de permission, en fait, tu mmh, vois? C'est pas tant oser en fait, ce que je dis beaucoup dans mon livre, c'est de renouer avec quelque chose qui est déjà là et en fait, être assez, c'est juste être soi, être, voilà. Bon, je m'arrête là parce que je trouve que j'en dis trop par rapport, justement au livre, mais bah, ouais. parle-nous du livre alors. Oui, bah, Qu'est-ce qui ouais, peut qu'est-ce que nous la donner? Parce que transition, là, je ouais. dis: «Tu dis trop ou pas assez», Pas assez, ah! Je suis désolée. donc non, non, t'inquiète, au contraire, donc on est qu'est-ce qui t'a donné envie, d'écrire ce livre? Comment tu es venue, voilà, affirmer ça? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre dans le livre? Pourquoi c'est important pour toi déjà de l'avoir écrit, de le délivrer là au monde, pourquoi ce serait important pour nous de le lire? Qu'est-ce que tu as mis dedans? Mmh. En fait, je pense que ce qui m'a fait écrire ce livre, ce sont mes élèves, donc ceux dont je t'ai parlé, qui ne se permettent pas, d'être eux-mêmes au moment où ils sont là à mes ateliers. Chez mes élèves, en fait, je vois beaucoup en fait, moi, je la vois leur créativité et eux la voient pas et je t'ai dit, c'est très court, 1 heure et demie en fait. J'arrivais pas en fait, je me disais: «Ah, j'ai pas réussi à leur faire ce chemin, assez» ou alors je les vois plus après donc je sais pas où ils en sont aujourd'hui. Et le livre, ça a été le moyen de mettre ça sur papier, en fait, d'avoir plus de temps, de pouvoir exprimer tout ça, j'utilise beaucoup mon propre parcours, donc mon cheminement, ce dont on vient de parler, que j'étais, voilà, bonne élève, je commence un peu par ça, que j'ai fait, une école de commerce, que j'ai été cadre, en entreprise, plutôt dans des grands groupes, plutôt sur des gros projets. Je parle de ce fameux burn-out de loisirs, je mets des gros guillemets, hein, parce que je veux pas qu'on se trompe de vocabulaire, mais c'est juste pour expliquer. Et j'explique ma transition vers, le lettering et de m'être lancée en tant qu'artiste. Déjà d'avoir aussi osé mettre ce mot-là sur en tant qu'identité sur moi-même, tu vois? Et après j'essaye de justement, adoucir le côté injonction parce que dans le «je ne suis pas assez», c'est ça, c'est, soit parfaite, soit rapide. Enfin, on est quand même dans un monde, où on nous demande d'être, toujours plus productif, toujours meilleur, monter la et même le dev perso en fait, je le casse un peu dans le livre, dans le sens où, être la meilleure version de soi-même, c'est terrible parce que c'est justement que tu n'es pas assez si tu dois être une meilleure version. Donc voilà, tout ça, j'avais besoin de le mettre dans le livre. Il y a aussi une réflexion, tu vois, dans le titre,
il y a donc le mot créer, on en a parlé puisque voilà, je suis créative, tu es créative, nous sommes créatifs. Il y a ralentir et ralentir, je l'ai mis même avant le mot, créer, tu vois? Parce qu'il y a eu ce moment, moi, où j'ai pu me poser, et réfléchir à tout ça parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que soudain, on se pose toute cette question? C'est qu'il faut qu'il y ait un moment, où on peut arrêter d'être dans cette course, incessante, dans cette roue de hamster. Moi, ça a été la maternité. Je pense que pour d'autres, ça a été le covid. J'en parle d'ailleurs aussi dans le livre, de cette crise covid et où soudain tout s'arrête en quelque sorte. Donc pour moi, la maternité parce qu'il y a eu déjà j'ai été arrêtée un petit peu avant, le délai normal, j'ai pris un congé de parental, quand même assez long et donc cet espace-temps créé a permis, une réflexion. Voilà, qu'est-ce que je veux? Bah, toutes les questions existentielles un peu basiques, hein, mais qui suis-je? Où vais-je? Et voilà, quel est le sens de tout ça? Est-ce que si je retourne, comme avant dans mon travail, est-ce que je serai heureuse? Est-ce que maintenant que je suis maman, ça a pas changé aussi des choses sur, ma gestion du temps? Enfin, moi, j'avais vraiment une gestion du temps, comme je t'ai dit, la journée de travail, les loisirs, enfin, où est-ce qu'il y a un mari, un enfant là-dedans, tu vois? Il y a pas la place. Donc j'ai un peu poussé les meubles, tu vois? Donc apparemment, c'est le boulot qui est passé à l'as. J'ai gardé les loisirs, la créativité, le mari et l'enfant. Après on peut faire d'autres choix, hein, je ne sais pas. Mais oui, c'est comme ça que ça s'est fait et c'est ce que je raconte dans le livre. Mon parcours est une sorte d'exemple, comme un archétype, voilà, de possibilités, mais c'est pas, la chose à faire, l'exemple à suivre, le seul chemin possible. J'ouvre la question, en fait, c'est une porte ouverte aussi à: «Et vous? Et vous, avez-vous du temps? Et vous, êtes-vous créatif? Et vous, avez-vous d'autres envies? Et vous, trouvez-vous du sens à votre vie? Avez-vous envie de ralentir?» Parce que moi, je suis partie de ces envies-là, en fait. Je voulais tout ça. Être plus créative, avoir du temps pour ma famille, ralentir et même le lieu de vie, tu vois? Je l'ai changé, enfin, on en a parlé, enfin, les auditeurs ne savent pas, donc j'étais à Paris et quand je dis j'étais à Paris, je suis née à Paris, j'ai vécu à Paris, donc c'est comme si je ne connaissais pas autre chose, donc j'aurais pu me dire: «Bah, on suit le chemin, de ce qu'on connaît» et non, j'ai eu cette envie, je dirais même pas de retour à la nature, parce qu'il y a pas un retour, bon, sauf si on parle de générations d'avant, mais j'ai eu le besoin, j'ai eu l'envie et voilà, on y est allés ensemble en famille. Mmh. Et pour finir, enfin, avec ton livre, parce que tu disais qu'il y avait le mot, ralentir, créer, mais il y a aussi résister, non? Oui, pour moi, en fait, il y a un côté un peu politique au livre. C'est pour ça que je parle d'un manifeste. C'est que c'est ma vision du monde, une vision d'une société que j'aimerais, bah, comme ça, plus créative, plus lente et du coup, pour moi, ralentir et créer, est un acte de résistance, tu vois? Donc je parle de ça aussi, qu'est-ce qu'être engagé? Ben, en tant qu'artiste, j'ai un chapitre sur ça, c'est des questions que j'ai eues aussi, hein. Est-ce que je fais juste, tu vois, du lettering, un loisir créatif ou est-ce que j'apporte au monde, une autre vision? Tu vois, ça va plus loin du coup, tu vois, que juste, sortir un feutre, et puis hop, écrire, «Joyeux anniversaire» sur une carte de vœux, tu vois? Donc il y a un engagement derrière, oui, un discours, bah, je suis allée jusqu'à maintenant, créer des immersions créatives. Je voyais bien, je te dis, il y a toujours cette histoire d'espace-temps. Qu'est-ce qu'on s'autorise? 1h30. C'est comme prendre des vacances, tu vois? Moi, j'ai un problème avec ça aussi, les vacances. Hem, on s'autorise quoi finalement, ouais? C'est quoi la durée maximum qu'on s'autorise à vivre, pour soi? J'ouvre la question, hein, encore une fois, c'est pas il y a pas une seule réponse en plus, mais le fait de se la poser, on est déjà en recherche de solutions. Le cerveau n'aime pas le vide, hein, donc si on pose une question, on cherche la solution, c'est humain ça. Donc j'espère que mon livre va poser ces questions-là. Et moi, je suis prête à débattre. Après, voilà, je suis très rencontre aussi, donc le livre, pour moi, c'est aussi l'occasion donc de prendre la parole à un endroit qui était, bon pour moi dans le sens où ça a pris le temps de mûrir. J'ai pu, voilà, réfléchir, développer, parce qu'il y a aussi ça, hein, c'est un temps long, hein, l'écriture d'un livre et maintenant, j'ouvre la porte et voilà, peut-être, d'autres immersions, des tables rondes, des échanges. C'est ça que j'espère derrière, Mmh. derrière le livre. Tu as mis combien de temps à écrire ton livre?
Bah, ça a été entrecoupé, donc je pense que je l'ai commencé en janvier 2025, je dirais. C'est pas si long et en même temps, comme dirait, je crois que c'est Picasso qui disait qu'il a mis toute sa vie à apprendre à dessiner comme un enfant, mais il y a en fait, est-ce que j'ai mis 1 an et demi à l'écrire ou 49 ans, tu vois? Ouais, je vois bien. Oui, parce qu'il y a le temps d'incubation avant de poser les mots, quoi. Et c'est quoi ton problème avec les vacances? Les vacances, en fait, c'est parce que, hem, j'aime assez dénoncer la société de consommation et aujourd'hui, les loisirs comme les vacances, on les consomme trop, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a Mmh. ce schéma de surtout dans le salariat, hein, tu as, je trime comme une bête et du coup, j'en peux plus et donc je prends une semaine de vacances au bord de la mer, et je retrime comme une bête derrière et en fait, les vacances, j'ai déjà oublié, le 1er jour de la rentrée en dépilant mes mails. Enfin, donc ouais, je j'espère, trouver un schéma un peu différent. Alors le fait d'être à mon compte, c'est vrai que moi je le vis différemment. Alors quand tu as un mari salarié, une fille qui va à l'école, tu es un peu prise par ces temps forts. Par exemple, je sais pas moi, les 2 mois d'été, c'est là où tout le monde part en vacances. Bon ben, si j'étais toute seule, je pourrais faire autrement. Bon là, voilà. Mais j'ai quand même une relation au temps et à la journée ou à la semaine qui est différente de quand j'étais salariée, tu vois? Mmh. Donc ouais, c'est ça mon problème avec les vacances et après j'ai plein d'autres problèmes avec les vacances. Tu vois, par exemple, les images qu'on nous donne de l'avion, la plage, enfin, il y a un truc qui me va pas du tout là-dedans. Et bon là, je c'est pas j'en parle pas trop dans mon livre, mais je pourrais écrire un deuxième livre sur arrêtons de prendre des vacances. C'est Ça, un peu c'est c'est quoi ton image qui te pose problème avec l'avion et la plage? bon alors il y a le côté un peu écolo, qui voilà et ce côté aussi devoir aller loin forcément. Faire comme tout le monde, c'est-à-dire, les lieux, les plus beaux, est-ce que vraiment on a besoin d'aller à l'autre bout du monde regarder une cascade? Je vous dis, il y a des cascades en France, hein, c'est bon attention, spoiler alerte. J'ai plein de problèmes, ouais, avec, ces images-là, parce qu'en fait, j'ai été nourrie de ça. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que moi je l'ai fait, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des croisières quand j'étais avec mes parents, je suis allée faire, des marches dans le désert, je c'est pas pour critiquer ceux qui le font, je veux dire, déjà moi je l'ai fait et en fait j'en reviens, dans le sens où, je découvre en fait d'autres façons aussi, bah, justement plus lentes, mais encore une fois on nous le donne pas ce temps, tu vois? Je rends le mot artiste, mais j'aimerais aussi rendre le temps aux gens quand je dis ça en fait, tu vois? C'est quoi qui est important pour toi, alors déjà, je veux juste rebondir avec toi sur le fait que je suis d'accord sur ce truc des vacances. Moi, j'ai un rapport aux vacances très différent depuis que je suis indépendante. Parce que justement, il y a moins, alors, je continue, heu, sans le vouloir, une fois par an à partir un peu loin, mais même quand je pars loin, il y a moins cette urgence de tout voir, tu vois? Je suis là genre, ben, j'accepte le moment, j'accepte de suivre mes envies, j'accepte de me laisser surprendre. J'ai découvert une autre façon même de voyager, qui était à l'antipode de à un moment donné où moi j'étais, tu sais, avec mon guide routard ou avec ma liste de trucs de blog que j'avais notés, de must do où à l'époque Oui. avec mon ex, je le stressais de fou parce que j'étais hyper angoissée de pas avoir tout vu. Alors que là, tu vois, je me dis: «Bah, au pire, si je vois pas tout, c'est pas grave, j'aurais suivi mon envie Mmh. du moment» et il y a moins aussi ce besoin de vacances parce que c'est vrai que quand tu te sens plus libre au quotidien et je pense que toi, c'est pareil, je sais que la liberté, c'est à la fois génial, mais à la fois, bah, ça demande, de la discipline et puis enfin voilà, ça amène aussi d'autres problèmes qu'on n'a pas forcément, conscience. Mais il y a moins ce besoin urgent de: «Il faut prendre l'air» parce que, justement, comme tu dis, on est dans la roue du hamster où on se sent peut-être contraint, on subit. Donc en ça, je comprends, ce que tu dis. Enfin, je sais pas si ça fait écho d'ailleurs Oui, à oui, complètement, complètement. Quand je dis ce qu'on nous montre, c'est ça, c'est une liste de choses à faire. C'est-à-dire que si tu vas, je sais pas, en Inde, il faut absolument voir le Taj Mahal ou si tu vas au Cambodge, tu vas voir les temples d'Angkor, enfin, mais qui sont très beaux par ailleurs, mais ouais, cette espèce de to-do list des vacances, tu vois? Ça en revient, est-ce que ça seront vraiment des vacances du coup? Enfin, ouais, on en revient à ce truc d'un peu d'injonction de productivité. C'est-à-dire que même pendant ses vacances, il faut être entre guillemets «productif» et mmh. du coup,
Moi, j'ai envie de te demander, c'est qu'est-ce que la créativité, ça t'amène à toi et que tu vois que ça amène finalement parce que c'est ça que tu transmets, tu vois? Au-delà du lettering et dans ton livre, c'est cette importance à la créativité. Qu'est-ce que ça apporte pour toi, dans nos vies? Mmh. Moi, j'ai l'impression que c'est une porte d'entrée, en fait, vers une vie, avec plus de sens. Mais, quand j'ai dit ça et quand justement j'ai écrit mon livre, je me suis dit: «Est-ce que c'est pas un biais qui m'est propre?» Parce que comme je sais que j'en fais depuis enfant, que j'aime beaucoup de formes créatives, donc on en a parlé, ça peut être de la danse, de la musique, le théâtre, enfin voilà, beaucoup de choses et je sais que d'autres parce qu'en plus, pareil, j'en rencontre parce que j'adore parler de ça avec les gens. Je dis: «Bah, toi, tu te sens pas créative, mais ça se trouve, c'est aussi que ça s'intéresse pas» et cetera. Hem, Souvent, alors je reviens, aux enfants parce que, les enfants, quand ils vont, à l'école, donc bon, ils ont leur temps scolaire et puis dans le périscolaire, ils ont soit des activités créatives, soit du sport. Donc je me dis: «Ah, le sport, ça a l'air d'être la deuxième porte d'entrée», tu vois? Parce que moi, le sport, ça m'intéresse pas tant que ça, on va le dire, c'est peu de le dire, bon, ça m'intéresse pas du tout, et les seuls sports qui m'intéressent vont être plutôt créatifs comme la danse ou, je sais pas, des choses comme ça. Donc, moi, pourquoi alors moi, je me suis dit: «Bah, je reste dans ce que je connais». C'est-à-dire que je vais parler, je vais transmettre, bah, ce que j'aime, ce que je connais, ce qui me passionne, donc c'est la créativité et moi, je sais ce que ça m'apporte à moi, donc je sais ce que ça peut apporter à d'autres. Donc ce que ça m'apporte, c'est, beaucoup de, comment dire? Ça me ça me déconnecte, ça m'apporte, du flow, c'est-à-dire une sorte de bulle qui, soudain, bah, surtout, ben, dans les moments enfin, ça va être un peu banal, mais on est quand même dans un monde où pas mal de choses vont pas bien, hein, donc il y a un côté un peu doudou protecteur de la créativité. C'est-à-dire que je sais que si je vais pas bien, ça va m'apporter, du mieux-être, ça va me poser, et d'ailleurs, les enfants qui viennent à mes cours de lettering, bizarrement, ils sont très calmes, tu vois? Donc voilà, amenez-moi vos enfants, qui s'agitent, je vais les calmer, vous allez voir. Mais ça fait ça à tout le monde, tu vois? Les gens, qui tracent, en fait, ils viennent puis c'est: «Ah, on pense plus à rien, on est, reconnectés». C'est marrant de se dire qu'on a besoin de ce vide et de ne penser à rien pour se reconnecter à soi, tu vois? Donc il y a ça, il y a du bien-être, il y a beaucoup de partage. Moi, je suis dans une créativité qui n'est pas celle de l'artiste solitaire dans son bureau. Par exemple, quand je fais de la musique, c'est forcément en groupe, le lettering, bah, dans les ateliers. Je crois pas que j'arrive très facilement à être une, créative solitaire. Le livre, j'ai mis du temps à l'écrire, mais j'ai fait beaucoup d'interviews, de rencontres, d'échanges, donc pareil, ça fait partie de moi, je pense et de ma façon de créer. Et encore une fois, il y en a d'autres, tu vois? Il y en a, au contraire, ils sont beaucoup mieux tout seuls dans leur atelier, la porte fermée, tu vois? Donc moi, ça m'apporte aussi des échanges. La créativité m'apporte cet échange, de se nourrir les uns et les autres, tu vois? J'aime beaucoup le jazz, par exemple et tu vois, les musiciens en jazz, ils se répondent, ils suivent pas la partition toute faite, ils ont une grille, mais il faut être à l'écoute, soi-même on donne, l'autre reçoit, redonne et cetera. Donc moi, ma créativité, elle est souvent comme ça. Un mix de technique et d'improvisation et de partage. Voilà. Et du coup, toi, quand tu étais petite, tu avais des activités, enfin très tôt, tu as commencé la danse, la musique ou enfin, c'est quoi ton parcours, avec ça? Alors, moi, j'ai plutôt eu un parcours créatif assez cadré dans le sens, mes parents m'ont inscrite à un cours de piano et c'est pas du tout moi qui ai choisi ni l'instrument, ni le bah, ni non du tout. Donc c'était plutôt vécu comme un truc aussi assez scolaire. Je dessinais, toute seule, donc ça, c'est un truc, c'était plutôt mon échappatoire et le chant, je chantais toute seule aussi. Le chant, c'est peut-être à 25 ans que j'ai pris des cours de chant et où je me suis dit: «Ah tiens, je vais essayer de progresser là-dedans». Donc contrairement à ce que je dis aujourd'hui où je suis très rencontre, voilà, échange et tout, j'étais une enfant solitaire. J'étais une enfant solitaire, timide, plutôt, bah, dans sa bulle, et là plutôt à créer seule et plutôt, voilà, laissez-moi tranquille. Dans les livres aussi beaucoup. Mais maintenant avec le recul, je pense que c'était pas une solitude choisie, c'était plutôt une solitude de: «J'ai peur des autres». Ma timidité était plutôt une timidité de petit animal apeuré, tu vois? Enfin, donc genre: «M'approchez pas, je comprends pas votre fonctionnement».
ça peut être dangereux. Donc voilà, je voyais, plutôt les alarmes: «Danger, danger», quand je voyais des groupes, j'avais très peur du je pense que j'étais sans doute et je suis encore, une personne hypersensible et du coup, peut-être que c'était le bruit, le trop plein, que je prenais comme, une agressivité extérieure. Alors qu'aujourd'hui, ça me fait plus du tout ça. Alors bon, après j'ai vécu à Paris tout le temps, enfin je donc finalement le bruit, le monde, ça m'est pas étranger et je pense que quelque part je m'y suis faite, tu vois? Quand je reviens à Paris, moi je suis très à l'aise dans le métro, quand il y a beaucoup de foule, je suis pas agressée, je me sens pas agressée en fait par le monde, le fait qu'il y ait du monde, ça me gêne pas, mais parce que j'ai construit ça en fait, dans l'enfance de je sais où est ma limite, où est la barrière entre moi et les autres et cette bulle de protection, c'est comme si, ouais, c'est mon super pouvoir, tu vois? C'est même dans le métro, paf, je peux la mettre et en fait, du coup, les autres, entrent pas trop dans mon espace, en fait. C'est je pense que ça vient de ce côté artiste créatif, tu vois? C'est que je peux couper, en fait, avec, ce qui m'entoure, assez facilement. Mmh. Un peu rêveuse, je pense, il y a ce côté, tu vois? Ouais, ça me parle bien tout ce que tu as Ouais, décrit. OK. Ouais, beaucoup. Et du coup, comment t'es venue toi à l'informatique? Parce que l'air de rien, je peux pas m'empêcher de voir une passerelle, quelque part entre ton métier et finalement parce que très vite, justement, tu as commencé à transmettre ce que tu créais aussi sur internet avec ton blog, et cetera. Enfin, Mmh. avant même, le lettering Oui, créatif. oui, c'est vrai. Oui, j'avais un blog d'ailleurs, lifestyle avant, le blog lettering. Attends, ta question, c'est quoi? Sur C'était l'informatique? comment tu es venue à l'informatique? Parce que tu as fait Ah une oui, école de commerce, tu aurais pu faire ouais, n'importe quoi oui, d'autre, oui, c'est derrière. vrai. Alors, en fait, bah, assez naturellement parce que, donc j'ai fait la prépa HEC et dans l'école de commerce que j'ai faite, elle était école de commerce télécom. Donc il y avait c'était assez je sais pas si on a d'autres comme ça ou sur le même campus, il y avait une école, télécom et une école, école de commerce, en système d'information. Donc on avait des options déjà de système d'information, télécom et cetera. Et moi j'avais pris ça, j'avais pris système d'information et qu'est-ce que j'avais pris? Je faisais Dauphine en même temps, sauver la fille, elle veut toujours il y avait un parcours, un double diplôme, on pouvait avoir Dauphine et cette école de commerce, comme si c'était pas assez, tu vois? Genre, mais la culture du diplôme et donc j'avais fait du contrôle de gestion et de l'informatique et j'aimais pas trop ça, le contrôle de gestion, et mon premier stage était, du coup dans, ce qu'ils appelaient système d'information, en fait. Système d'information, c'est pas, les codeurs et tout, c'est plus ceux qui vont, bah, regarder un ensemble, l'écosystème et faire discuter, bah, les développeurs et les métiers et cetera. Donc moi, j'ai été beaucoup dans des métiers plutôt d'organisation et de pilotage. Voilà. Donc en gros, je ne sais pas développer. C'est parce que souvent les gens informatiques, ils voient le geek, qui, développe des trucs, moi pas du tout. Donc voilà. Mmh et donc comme c'est des métiers d'interface et de mise en connexion des gens, j'ai continué à développer cette capacité que j'ai à mettre en relation les gens, ah oui, alors ce que j'adorais faire, c'est drôle de dire ça maintenant, mais j'adorais faire de la gestion de conflits. C'est-à-dire que souvent les gens ne savent pas se parler. Donc tu mets dans la même salle le marketeur, le comptable, l'informaticien et le métier, c'est la catastrophe, quoi. Ils parlent pas du tout le même langage. Et donc moi j'aimais bien ça, je traduisais. En fait, j'étais, interprète. On pourrait dire ça comme ça, tu vois? Ils appelaient ça assistance maîtrise d'ouvrage. Donc en fait, c'est la personne qui va vraiment, traduire, un métier pour l'informaticien qui n'y capte que dalle, quoi. Et donc des fois, il y a des gros, malentendus, genre, on teste des fonctionnalités, en fait, c'est pas du tout la fonctionnalité, mais parce que l'informaticien, il a compris autre chose et donc moi j'arrivais: «Mais non, je l'explique et tout». Le déroulé d'un processus métier, da 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 da. Donc voilà, moi j'aimais bien ça. Ouais, Et donc donc il y avait j'ai développé je pense la compétence pédagogique en fait, tout simplement, à ce moment-là. ouais, donc il y avait déjà cette notion de vouloir, être en lien, réunir, que les gens se comprennent, C'est ça, et oui, de c'est ça. partage, que tu as aujourd'hui quelque part. Mmh. Ouais, ouais, ça fait sens, hein, si on l'explique comme ça. Mais c'est parce qu'il faut pas lire le CV, parce que là, sinon tu comprends pas, tu vois? École de commerce, informatique, lettering. What? Qu'est-ce que ça t'a amené, enfin, qu'est-ce qui t'a poussé toi en premier lieu à enfin, tu peut-être pas réfléchi d'ailleurs à faire, un blog? Enfin, je sais pas comment tu as commencé ton parcours, j'allais dire,
d'échanges sur internet. Tu vois, moi, j'avais commencé avec les forums et puis un jour, je sais pas, j'ai eu envie de faire un blog entre guillemets «comme tout le monde». Oui, moi j'ai pas tant fait les forums, même si je connaissais. Donc comme j'étais dans une école de commerce, alors ça c'est génial ce truc, c'est que comme, sur le même campus, tu as l'école de commerce et l'école d'ingénieur, il y a une vraie, synergie qui se fait naturellement avec les associations. Parce que on avait des cours différents, mais les associations étaient, pour les 2 écoles et ça c'est génial parce que du coup tu mets, dans le même lot, un justement un geek, et puis un commercial, c'est super, parce que, bah, bon, déjà il faut commencer à essayer de se comprendre, hein, comme je dis, c'est pas toujours facile, mais bon, quand tu es jeune, tu y arrives mieux, hein et puis bizarrement dans les assos, organiser une soirée, enfin tu vois le BDE ou quoi, on va réussir à se comprendre. Hem Du coup, il y a la culture, en fait, il y a une porosité et du coup, la culture informatique arrive chez les commerciaux et inversement, on se retrouve avec des ingénieurs qui ont un peu plus, ce côté, communicant, commercial et cetera et moi, je pense que les assos, ça m'a un peu développé, déployé, je ne sais quoi. Parce que j'étais encore timide en prépa, oui, ça, c'était terrible. J'ai très mal vécu la prépa parce qu'il faut savoir parler. Et d'ailleurs mes profs de prépa, je pense, étaient désespérés de moi en col, parce que l'école, c'est les oraux, tu sais, pour les gens qui connaissent pas là les le vocabulaire prépa et il y en a tout le temps. On doit tout le temps se préparer aux oraux et en plus en école de commerce, parce qu'il y a des cols aussi en spé, enfin sup, spé et tout, mais c'est tu es au tableau, tu résous des problèmes de maths, quoi. Donc il y a pas ce côté, je me mets en avant, je dois savoir, développer une rhétorique, enfin et cetera. Bon, bah, ça, c'était la catastrophe. Donc moi, j'ai vraiment passé ric-rac, hein, mes concours. Et par contre, en asso, là, soudain, c'était forcément des sujets qui m'intéressaient plus. J'ai été, bah, dans le groupe de musique, de l'école, j'étais dans le groupe des alors moi, j'ai eu ma période manga animé, donc j'étais dans ce groupe-là et je faisais, des dessins pour eux, tu vois? Je recopiais des images de manga et tout pour les affiches, des soirées de l'école et tout et je me suis rendu compte aussi que les gens n'étaient pas méchants, que c'est là, en fait, où je me suis fait vraiment des amis, je pense. Avant ça, j'avais pas d'amis, hein. Je le dis, hein, franchement, hein, jusqu'à l'école de commerce, donc c'est quand même 18 ans, 20 ans, hein, c'est tardif. Hem, Bah, c'est pas très gentil pour mes amis de collège, parce que j'ai quand même gardé un noyau de d'amis du collège, donc les copines, je c'est pas pour vous que je dis ça. Mais voilà, je te dis, j'avais peur des gens, enfin les gens pour moi étaient méchants, enfin voilà. Donc là non, bah là soudain tout le monde devenait gentil. Je me disais: «Ah bah c'est cool», bon des bisounours, on faisait des projets, on faisait des concerts, il se passait plein de choses. Je suis même partie en vacances avec des amis quoi, c'était vraiment, la 1re fois que je faisais ça. Donc pour te dire, ouais, donc on fait le lien, bah du coup, le blog, moi c'est le blog qui est arrivé assez, alors le blog est venu c'est pas assez vite parce que j'ai pas fait les fameux, skyblogs de notre génération. Type journal intime où je vais raconter ma vie sur un blog. J'ai découvert le blog avec, un site qui s'appelait, Hello Coton, Oui. qui, faisait des références de blog, en fait. C'est ça qui m'a donné envie et finalement c'est assez tardif, je sais pas c'est quoi? C'était 2010, donc voilà, j'ai fait ça, un blog, mode. Moi, c'était la mode à l'époque. Je faisais des looks, après j'ai trouvé un groupe de copines qui faisaient du maquillage, donc on s'est mises à faire des défis maquillage, enfin vraiment je ne suis plus du tout là-dedans, quoi. Mais je suis assez nostalgique de cette époque. Il y avait des vrais échanges, je pense que c'était les tout débuts des influenceurs, on parlait pas d'ailleurs d'influenceurs. Moi, j'ai connu les soirées blog et tout, j'y allais, j'étais contente de recevoir en cadeau je sais pas, des échantillons de je ne sais trop quoi, enfin bref. J'en ai même encore chez moi, je pense, hein, des choses qui étaient des cadeaux de blog, quoi. Une paire de chaussures, un boucleur à cheveux, enfin bon, c'était vraiment de tout et n'importe quoi, hein. Ça partait dans tous les sens à cette époque. Et donc voilà, j'ai découvert ce monde-là un peu les médias aussi comme ça, je pense. Ouais. Oui, oui et le coton, c'était un agrégateur de blogs, en fait. Ça permet de C'est ça. mettre en avant des blogs, Ouais et et il y par a thématique, tu vois? C'était ouais. vraiment assez chouette, hein et c'était bien fait. Tu avais les articles à la une et tout le monde se battait en se disant: «Oh oui, ah aujourd'hui j'étais à la une, ah c'est aujourd'hui c'est moi». Enfin, ah c'était génial, ça te donnait une visibilité de fou, ces unes là et le coton. Ouais. Et effectivement, ça nous permettait, bah, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce qu'on Oui, commentait les unes les oui, autres des oui, c'est blogs, ça. on suivait les projets. Des fois, on avait envie, bah, comme tu dis, de faire des projets communs et ça alimentait une certaine,
créativité, des Oui, centres d'intérêt en commun c'était hyper créatif, hein. Ouais, je me souviens. et donc du coup après donc quand tu as lancé, ton blog Lettering créatif et puis donc, avec, là tu as ton Instagram, Mmh. tu fais Une des chaîne lives YouTube aussi. Ah ouais. ouais, moi j'ai fait l'écosystème entier là. Je me suis dit: «Allez, on construit le tout l'empire». Et donc, comment c'était du coup pour toi là de communiquer, là maintenant en plus, bah, comme moi tu as vu l'évolution des réseaux sociaux, du net, donc comment ça a été, pour toi aussi bien quand tu as commencé qu'aujourd'hui? Et puis on parlera après de ton développement Oui. à la campagne, mais déjà si on parle de justement de Oui, ouais, l'écosystème, ouais, l'écosystème et les réseaux sociaux. Alors je pense que j'avais été à bonne école avec Hello Coton. J'avais une vision très positive du coup des réseaux sociaux que voilà, que j'ai peut-être un peu moins aujourd'hui. Mais du coup, le lien s'est fait vite, entre on est passé du blog à Instagram, on va dire. Moi alors tu le sais, je suis photographe aussi, nous sommes toutes les 2 photographes, hein. On s'est aussi connues sur Silhouette, le festival. Donc c'était bien parce que j'étais à l'aise avec le blogging puisque j'avais déjà fait un blog avant. J'étais photographe, donc les images, ça allait. L'écrit, j'ai toujours aimé ça, donc ça, voilà, écrire des articles ou faire des textes pour les réseaux, pas de problème. Qu'est-ce qui me restait de plus dur? C'était montrer sa tête, et puis, son et vidéo, j'étais pas, hyper à l'aise, au départ. Mais comme j'y suis allée pas à pas, au début, je montrais pas trop ma tête. De toute façon, ça, c'est chouette quand tu fais du lettering, tu peux ne montrer que ta main, et parler dessus, par exemple et faire des photos de ce que tu as fait. Donc finalement, j'avais pas ce côté bah, je dis: «Attends, mais en fait, je me c'est pas tout à fait ça parce que dans le blog mode, je montrais ma tête, en fait, donc si, j'étais quand même habituée à me voir». Bon, donc voilà, c'était plus la vidéo peut-être, qui arrivait après. Donc moi, je pense que j'ai pas eu d'état d'âme, en fait. Moi, j'aime quelque chose, je le montre, donc je prenais des photos de ce que je faisais et je le montrais. Donc voilà, c'était pas plus dur que ça pour moi. Donc et d'ailleurs, je suis encore dans ce truc-là, c'est-à-dire que je dis un peu en rigolant, je sais pas si tu sais combien de comptes Instagram j'ai? Parce que je les ai recomptés il y a pas longtemps. J'en ai 7. Alors, j'ai un compte Instagram de photographe, j'ai un compte sur, la musique, un compte sur la Mayenne, donc mon lieu, ma campagne, un compte donc de lettering, le compte du blog, Ilan's Little World, donc mon ancien blog de mode, ce compte existe toujours. Un compte, entrepreneur, parce que j'avais créé à Paris un groupe, dans le 14e où j'habitais, donc un groupe entrepreneur du 14e et j'ai aussi un groupe entrepreneur du 16e parce qu'à un moment j'ai eu un bureau dans le 16e et je me suis dit: «Oh, je vais faire la même chose que dans le 14e mais dans le 16e». Alors c'est pas pour dire c'est nul d'accumuler des comptes, c'est pas ça le truc et en plus, il y a des comptes, en fait, je les maintiens pas. Mais c'est pour dire que dès que j'ai une passion, je crée un Mmh. compte. Donc si Mmh. demain, par exemple, je fais du cirque, ah bah, vous allez voir, il y a un compte, cirque with Ilan. Enfin, tu vois? Mais parce que pour moi, c'est très naturel et la question qui revient souvent, c'est: «Pourquoi tu as pas fait sur le même compte?» C'est que quand je mélange tout, en fait, ça je perds tout le monde, quoi. Parce que aujourd'hui, par exemple, mon métier, c'est le lettering. Donc ça fait sens quand même que qu'on tombe sur ça, même quand je fais du B2B, donc du boulot pour les entreprises, il faut qu'elles voient du lettering. Si elles commencent à voir une vidéo de chant, des photos, la jolie Mayenne, les vaches, enfin ça il y a un moment ça si j'étais influenceuse, généraliste, ça marcherait, mais là, pas du tout et comme je marche par période, il y a des périodes, je laisse complètement tomber la musique ou d'autres complètement la photo. Ça n'a pas de sens, hein. Moi, j'aime bien reprendre, au moment où je me suis arrêtée donc là, il se trouve que je reprends la musique, là, depuis 2 ans donc ça y est, je vais me remettre à poster de la musique mais voilà, j'ai cette compte Instagram, tout va bien. Et du coup, comment tu parlais d'évolution des réseaux sociaux, qu'aujourd'hui ton avis avait un petit peu changé. Du coup, qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à ce que tu ressens par rapport à cette évolution? Ouais, bah, en fait, le piège, c'est le scroll. Et c'est la comparaison. Donc, le scroll, c'est tu vois plus, où ton temps passe et moi mon temps est très précieux. Vraiment, je donne, une importance au temps qui est phénoménale par rapport, je trouve aux gens qui dépensent leur temps. En fait, le temps, c'est comme l'argent, enfin les gens
on voit il y a une façon de le dépenser, ou de ne pas le dépenser. Alors après, il faut pas devenir radin de son temps non plus, tu vois? Donc j'essaie de trouver un bon équilibre, mais le temps est précieux, très, très, très précieux. Donc on évite le scroll. Donc quand on a 7 comptes Instagram, ça veut pas dire qu'il faut aller se connecter tous les jours sur les 7, regarder blablabla. Et la comparaison, c'est terrible, hein. On en revient à mes photos de vacances, hein, mais tu plusieurs choses. Tu as la comparaison de, qu'est-ce qui est ma vie, qu'est-ce qui est sa vie. Donc ah, sa vie a l'air mieux que ma vie, par exemple, hein, au hasard, hein, je dis ça. C'est rarement on se dit: «Ouais, ma vie, elle est géniale. Oh bah, eux, ils sont nuls, toute leur vie, elles sont nulles». C'est pas trop ça, hein. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Et puis il y a la comparaison en tant qu'entrepreneur. Donc ah bah, il, elle réussit mieux que moi je suis qu'une grosse merde. OK, merci. Donc il y a ça, et puis la comparaison en tant qu'artiste, hein. «Ah ça, c'est plus beau que ce que je fais», bon, la reconnaissance: «Ah, elle a plus de followers que moi», il y a trop de pièges, en fait. C'est miné, quoi, le terrain des réseaux sociaux. Donc moi, ce que je conseille un peu, c'est de, bah, déjà de les reconnaître, ces pièges. Je veux dire, c'est comme le piège du chocolat dans le placard, hein. Je veux dire, on sait qu'il est là, mais on sait qu'on va craquer à un moment. Donc bon, soit tu achètes plus de chocolat, donc soit tu désinstalles tes réseaux sociaux, soit tu acceptes, le piège est là, mais tu le connais, tu sais que tu peux faire sans aussi. Donc tu peux te faire, des pauses aussi, enfin il y a quand même il y a des outils, en fait, pour pas tomber dans les pièges. Hem Et en même temps, c'est quand même l'outil où j'ai fait plein de belles rencontres. Je continue, moi, à avoir des échanges, vraiment, sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram, en particulier quand je suis arrivée, en Mayenne, où je ne connaissais personne. C'est grâce à mon compte que, voilà, j'ai commencé à nouer des liens, je me suis abonnée. En fait, mon compte, il est vraiment, moi, j'essaye de, en tout cas surtout sur celui-là, de ne m'abonner qu'à des comptes mayennais. Ce qui fait que comme ça, j'ai créé un écosystème, sur la Mayenne, et l'algorithme me propose des choses de la Mayenne, en fait. Donc ouais, j'ai commencé à détourner comme ça l'algorithme à mon avantage, en me faisant connaître donc des comptes mayennais, et moi en allant chercher, de temps en temps, je tape Mayenne dans ce compte-là et je trouve des nouveaux comptes, et je contacte les gens en message privé. Je leur dis: «Ah, c'est génial, moi aussi je suis en Mayenne, ça nous fait un point commun». Et voilà, les gens ils doivent se dire: «Mais c'est qui cette folle?» Mais ça marche. En vrai, je me suis fait un réseau comme ça. Mmh. Et beh, justement, parce que alors moi ça me fait rire parce que donc moi c'est vrai que comme je me partage avec Bergerac, et les gens ils sont toujours, «Mon Dieu, c'est le grand écart avec Paris», donc moi c'est vrai que contrairement à toi, j'habite à Lyon, donc ce qui était quand même déjà une grande ville, mais en plus mon père était un peu à Bourg-en-Bresse, donc j'allais dire je connaissais déjà un peu, mais un peu, hein, campagne. Parce que c'est pas la même chose, quand on est vraiment, entouré par les champs, qu'on découvre, enfin, tu me diras, mon père, là, il a un poêle à bois, mais alors moi, la première fois qu'il a fallu que bon bref, c'est la découverte d'un monde, Mmh. là Ah où moi, je je sais faire un feu, hein, maintenant, hein. J'ai un oui, poêle bah, aussi. moi aussi, mais tu vois, ça me Ouais. fait rire quand, j'ai une copine, elle avait fait un truc, pour l'anecdote, Twin Peaks, où apparemment enfin moi j'ai pas encore vu, la série où il y a une bûche, apparemment emblématique, et donc elle était partie à une soirée déguisée et en fait elle a pas réussi à trouver une bûche dans Paris, donc du coup elle a créé une bûche. Enfin tu sais, je me dis alors que enfin ici on est entouré de bois, tu vois? Enfin bon, c'est pour dire que Paris c'est quand même un Oui. microcosme assez particulier et parfois un peu déconnecté de la nature. Donc comment ça s'est passé toi, cette transition? Comment tu l'as vécu? Est-ce que ça a été, la découverte facile, violent, la déconnexion, Alors ça a été facile, bizarrement. J'aurais pas cru, tu vois? Ça a été facile, sauf sur un point, la voiture. Ah oui. Alors moi, je suis très, très transport en commun, mais vraiment. Enfin moi, je dois être la seule Parisienne à aimer le métro, tu vois? Parce que tout le monde déteste le métro. Moi aussi j'aime le métro. Copine! Mais non, mais c'est cool le métro. Enfin, franchement, il y a des stations, il y a ça couvre. C'est incroyable cette grille quand même. Enfin, Oui. tu à moins de 2 minutes à pied d'une autre station. Déjà, c'est moi je trouve ça trop court. Enfin, je trouve on aurait pu faire des distances plus grandes entre les stations. Mais c'est incroyable. Enfin, Mmh. il y a à vraiment, quelques stations de n'importe où, dans Paris. Enfin, le maillage, il est fou. Ici, j'ai dû passer mon permis de conduire, hein, ce qui n'a pas été une mince affaire. Ça a été très dur psychologiquement et je n'aime toujours pas conduire et je ne souhaite pas aimer conduire.
et je fais beaucoup de covoiturage. Mais c'est pas moi qui covoiture, c'est les autres qui me covoiturent. Mais bon, bref. Bon, mais après, bon, c'est pas grave, hein, tout ça, mais ça s'est super bien passé. Bon, moi, j'ai eu un coup de cœur pour la maison qu'on habite. Ça compte beaucoup parce que j'y suis beaucoup. Donc ça, première chose. J'ai un coup de cœur pour le village dans lequel on habite, donc cœur sur mon village. Et les gens qui l'habitent, en fait, hein, je parle pas des vaches et du terrain de foot qui est juste à côté. Je ne fais pas de foot. Non, vraiment, c'est cool, j'ai trouvé des musiciens, en fait. C'est cool, donc on se fait des répètes chez les uns chez les autres. Beaucoup d'ouverture, beaucoup de j'adore l'école de ma fille. Ma fille entrait en école primaire et c'était important pour moi qu'elle se fasse aussi bien, voilà, la vie à la campagne. Ma fille adore Paris et je sais que c'est pas évident, quand tu es parent de on impose ça, en fait, parce que, voilà, bon, bah, c'est comme ça, hein, on peut pas donc on imposait ça à notre fille et bon, elle s'en est très bien sortie. Bravo, bravo à elle. Bon, après, on dit souvent que les enfants alors attention, moi je j'aime pas trop ce discours des adultes qui disent: «Ah mais de toute façon les enfants ils s'adaptent très vite». Bah oui, enfin, c'est un peu facile de dire ça quoi. C'est un peu te décharger de ta responsabilité de les obliger à s'adapter. Donc moi, j'ai suivi l'adaptation, ça veut dire que j'ai essayé de mettre les bons bah, après je contrôle pas tout, hein, mais j'étais attentive en tout cas, voilà, j'étais attentive à cette phase de transition. Bon, j'ai vu qu'elle s'est fait plein d'amis, elle a plus besoin de moi d'ailleurs. Ça y est, là, je pense que la préadolescence arrive, mais tant mieux, c'est cool. Enfin, elle devient autonome et j'en suis très contente de ça. Donc nous, on s'est très bien entendus avec, nos voisins, le les parents d'élèves de l'école, c'est hyper important. Moi, je suis tout de suite rentrée au conseil d'école, enfin, j'avais besoin de liens, hein, donc je suis rentrée aussi dans les réseaux d'entrepreneurs, locaux, mais genre au jour 1, hein, tu vois? C'est-à-dire que j'ai regardé sur internet: «Il y a quoi comme réseau ici? Allez hop, là, tic 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 tic». Et je suis encore dans 2 réseaux ici et j'ai créé le mien aussi donc voilà. Donc j'organise des déjeuners d'entrepreneurs chez moi une fois par mois, donc ouais, ouais, je suis pas du tout isolée, je suis pas seule, oui, j'organise des sorties croquis aussi une fois par mois. Enfin ouais, voilà, donc j'ai une vie très remplie. Ah oui et ce qui est génial en Mayenne, je vous fais le petit speech tourisme, il y a beaucoup de festivals, tout le temps, tout le temps. Là, demain, attendez quel jour? On est vendredi. Après-demain, je vais à un concert, parce qu'il y a un festival de jazz, il y a un festival de danse hip-hop, il y a un festival pour les enfants qui est génial. Je fais tous les spectacles de ce festival. Alors je prends ma fille avec moi quand même, hein, parce que c'est un festival pour enfants. Mais c'est le titre du festival, c'est le festival pour enfants qui rend jaloux les parents et je trouve que c'est hyper bien trouvé parce que il y a du, ciné-concert, du, concert dessiné, il y a du théâtre, il y a de la danse, enfin c'est génial. Il y a des festivals donc de théâtre, des festivals donc de rue, de musique, il y a un prix du livre, il y a, enfin ça va, je ne m'ennuie pas. Tu vois? J'ai pris des abonnements à 2 théâtres de la région, donc tous les mois je vais au théâtre. Écoute, que demande le peuple? Enfin moi je suis heureuse quoi. Je suis heureuse, j'ai la nature, les amis, le réseau d'entrepreneurs, la vie culturelle, je suis pas sportive, hein, donc je ne fais pas je ne fais pas de sport, un peu de yoga, et un peu de danse. Et voilà, je suis bien, tu vois? Donc et puis j'ai appris plein de choses, je sais planter maintenant, on a un potager. Alors c'est plus mon mari qui fait le potager, moi je fais plus les fleurs. Bon là c'est très ça me fait un peu genrer dit comme ça, mais bon, c'est la réalité. Je on a des arbres fruitiers, c'est cool. Moi c'est juste le petit regret, je n'ai pas trop une relation aux animaux. Donc c'est un truc à développer, je pense. Enfin, parce que j'ai vécu à Paris, j'ai jamais eu d'animaux, et j'ai pas encore, c'est pas facile d'aller vers les animaux quand on les connaît pas, c'est un peu comme, quand je disais quand j'étais enfant que c'était: «Danger, danger». C'est pas alors eux, je les ressens pas comme un danger, mais voilà, j'ai pas cette relation, donc je sais qu'il y a des trucs d'équithérapie, machin. Enfin, je pense qu'un jour, il faudra que je fasse un truc comme ça. Parce que ma fille n'a pas ce problème. Ma fille, alors comme peut-être parce qu'elle est plus jeune, elle est arrivée à la campagne, boum, ça y est, tous les animaux sont ses amis, hein. Elle aime les chats, les chiens, les chevaux, les vaches, les moutons, enfin c'est bon, voilà, donc je la regarde, je fais: «Bon, comment elle pourrait m'apprendre ça là?» parce que moi j'ai pas du tout, il y a rien qui se passe quoi, Ouais, je c'est pense que trop mignon. j'ai été déconnectée, depuis petite, de cette partie-là.
Bah, ça va venir, j'ai envie de dire, si tu as réussi, à conduire, alors qu'en plus, avec la sensibilité que tu as et quand je vois la façon dont tu parles de ta fille avec beaucoup de sensibilité, je pense que le jour où tu vas réussir à parce que moi les animaux, c'est ma vie, mais depuis petite, tu vois? Et je pense que le jour où tu vas réussir à clipser avec ça, on tu seras inarrêtable, quoi. C'est ça, c'est peut-être dangereux. Je vais être là: «Oh là là, trop mignon et tout». Bon, Et non, mais du coup ouais, dis-moi? non, non, c'est vrai, enfin, je suis d'accord avec ça, c'est juste que du coup, ça me demande, une Mmh. petite zone de confort, tu vois? Parce que je connais pas, tout simplement. Voilà. Ouais, bah, ça Je pense que viendra j'ai besoin qu'on m'accompagne sur ça. quand tu Montre-moi ton chat. C'est ça. C'est un peu ça, hein, parce que c'est quoi cette bête-là? Elle va pas te griffer, tout ça. trop mignon. Ouais. Hem et du coup, qu'est-ce que ça t'a amené alors d'être en Mayenne, par rapport à Paris alors? Bah, ralentir quand même, même si je fais beaucoup, hein, de choses, tu l'auras compris, dans voilà, je m'éparpille encore un peu, mais malgré tout, ça aide forcément parce qu'il y a quand même moins de sollicitations, heu, ça demande du temps long, par exemple, ne serait-ce que de s'occuper de son jardin, d'aller marcher. Alors la marche, c'est une découverte, j'ai mis un temps, hein, j'ai la première année, je m'étais dit: «Oh bah, c'est cool, je vais être à la campagne, je vais marcher tout le temps», mais en fait pas du tout. Parce que les gens, ils sont tout le temps en voiture et puis tu vas d'un point A à un point B et cetera, donc marcher pour rien, c'est pas si facile et depuis, ouais, là, ça fait quand même plusieurs mois où je l'ai instauré comme, non négociable dans ma journée. Tu vois, là, juste avant qu'on se parle, bah, je suis allée marcher 1 heure et demie. Bah, une fois que c'est du non négociable, c'est non négociable, donc dans la journée, il y a de la marche, tu vois? J'ai beaucoup de mal dans le week-end parce que, bah, forcément avec la famille, il y a des trucs en plus et tout, mais je leur dis, «Soit vous venez marcher avec moi, soit vous me laissez faire mon heure et demie de marche, mais c'est non négociable», donc voilà. Donc ça a beaucoup changé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est quand même beaucoup ça quand même parce que me poser et observer en fait, la nature, c'est tellement, beau à observer, enfin, il y a besoin de rien, enfin, c'est-à-dire, tu te mets quelque part, puis juste tu peux t'arrêter et juste, regarder, quoi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est marcher aux mêmes endroits et regarder les évolutions des saisons. Là, il y avait des coquelicots, des pâquerettes, des marguerites et vraiment, à la fois la nature, c'est lent et rapide, hein, parce que je fais 2 marches, 2 jours de suite, ça a déjà changé. Donc puis entre, aussi la météo qui change, enfin, en vrai, tout change donc du coup, c'est jamais, la même marche. Alors qu'à Paris, c'est du béton, donc moi, je marchais beaucoup, mais ça se ressemblait, tu vois? Il y a juste les affiches du métro qui changeaient des 2 côtés. Mais alors que là, je marche, c'est tout le temps différent. Mmh. Ouais, ça c'est vrai que j'ai fait la même, observation, que toi, parce qu'il y a des champs autour de chez moi, je vais beaucoup et c'est vrai que moi qui, bah, surtout en plus jeune, tu vois? Quand j'avais 20 ans, bah, c'est pas pour rien si de Lyon j'ai quitté, que j'étais à Paris. J'avais cette vision de la campagne, il se passe rien, c'est tout le temps pareil et en fait, ça a été la grosse, surprise quand je suis arrivée là, où je me suis dit: «Mais en fait, c'est jamais pareil, le ciel, il est jamais de la même façon». Ouais. Et la nature, bah, comme tu dis, à quelques jours d'intervalle, tu fais: «Mais attends, comment ça a pu changer autant?» Et il y a quelque chose de très contemplatif et très, nourrissant, je trouve presque Mmh. de voir ça, ouais. Et puis pour moi qui dessine, j'aime bien aussi enfin, je dessine et je fais de la photo, donc les 2. Donc j'ai ce regard-là aussi, OK. Je sais pas si c'était la fin de la phrase. Oui, oui. Est-ce que, tu est-ce que tu aurais envie de donner un conseil, aux personnes peut-être, je sais pas, que ce soit pour, ralentir, se reconnecter, pour peut-être des personnes qui sont un peu perdues sur leur chemin, hem, ou laisser inviter la créativité? Enfin, j'ai envie que ce soit un conseil un peu ouvert, enfin, selon toi, ce qui te semble, juste peut-être? Mmh. Oui, non, mais c'est une bonne question parce que, il y aura pas une réponse toute faite, tu vois? Parce que justement, j'ai beaucoup observé, je dis, hein, mes élèves ou les gens, qui ont cette envie déjà de créer et je vois bien qu'il y a la vie qui nous rattrape. C'est-à-dire qu'on peut avoir une envie en fait,
j'ai pas trop de doute que les gens aient, envie de ralentir. Enfin, je l'entends quand même souvent, mais par contre, c'est on n'a pas les bonnes conditions pour, donc ça va demander un effort, en fait. Et du coup, bah, cet effort, ça va passer par, par l'observation de sa vie et de voir à quels endroits déjà on peut. Donc au début, je vais reparler de la permission, c'est-à-dire, s'autoriser. Donc s'autoriser et se permettre d'avoir cette envie-là et que ça ira peut-être à l'encontre, de la société, du regard des autres, de sa famille, enfin voilà. Donc c'est pour soi. On se dit: «Bah, voilà, moi j'ai cette envie, je veux, ralentir et créer», par exemple. On part de ça et là, on part un peu en observation de sa semaine type, de sa journée type, de voir, quels sont les endroits parce que je parlais du scroll tout à l'heure. Moi, je veux pas non plus culpabiliser les gens, hein. Je veux dire, bien sûr que tu as besoin peut-être de scroller, de te mettre devant une série Netflix ou de manger un carré de chocolat, enfin, donc c'est pas forcément, de se punir en enlevant un truc qu'on aime quand même faire. Mais, il y a des endroits, enfin, on peut les trouver dans une journée. Souvent, les gens qui viennent faire du lettering, ils me disent: «Ah mais, pour arriver à faire ça, combien de temps par jour je dois m'entraîner?» ou «Dans combien de temps je vais réussir à faire comme ça?» et tout. J'ai dit: «Mais je peux pas répondre à ça, ça dépend du temps que tu peux y consacrer». Moi, j'ai dit: «Si tu peux en faire, 5 minutes par jour», c'est comme si je te dis: «Tu peux faire, ta salutation au soleil tous les jours». Ça dure combien de temps une salutation au soleil? Même pas 5 minutes en vrai. Mais en fait, alors pourquoi on le fait pas? Il y a plein de choses qu'on sait qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas. Donc il faut être un peu, lucide, c'est-à-dire, moi je suis pas trop alors des fois ça marche sur moi se donner un challenge, tu vois? De dire: «Ah bah tiens, je vais, faire ça tous les jours» ou quoi. On peut essayer, ça peut être comme un jeu. On se dit: «Bah voilà, j'ai décidé d'étirer ma créativité», donc il y a Julia Cameron qui en parle très bien, là, les fameuses 3 pages par jour du matin, c'est un premier pas, pourquoi pas? Après ça marche pas avec tout le monde, mais déjà si on n'essaye pas quelque chose, voilà, ça marchera pas. Il y a une autre personne que je suis, que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Nathalie Séjean et qui parle de l'étirement créatif. Elle fait des challenges comme ça des fois, donc j'ai fait son dernier d'ailleurs. Donc c'est ça, c'est se donner des petits objectifs. Pas mais quand même passer par la phase d'observation parce que si tu te jettes dans l'objectif, tu te dis: «Ah 5 minutes le matin, je mets mon réveil 5 minutes plus tôt et je fais ma salutation». En fait, c'est trop plaqué comme ça sur ta vie et est-ce que ça va marcher longtemps ou quoi? Donc la phase d'observation est importante. Après la phase d'observation, tu es censé trouver les moments où tu peux. La phase d'envie, qu'est-ce qui te fait le plus envie? Est-ce que c'est de dessiner, de faire de la musique, de faire, voilà, mais v ta vraie envie, pas: «J'ai vu sur Instagram que, nanana». Et après, le test, le challenge, je le fais 5 jours, si ça marche pas, je repars en phase d'observation. Pourquoi ça n'a pas marché? Donc il y a un peu une boucle comme ça. C'est-à-dire que ça va pas marcher du premier coup. C'est comme arrêter de fumer. Alors j'ai jamais fumé, mais il paraît qu'il faut arrêter plusieurs fois pour vraiment s'arrêter. Donc là, c'est pareil la créativité. Tu vas essayer plusieurs fois avant de la trouver la tienne et de trouver le truc qui marche comme moi, mes marches. J'ai quand même mis 1 an et demi à réussir à marcher, 1 heure et demie par jour, tous les jours, quoi. J'y arrivais pas avant, ça collait pas, ça rentrait pas dans la journée. Qu'est-ce que ça t'apporte tes marches toi, Ah bien fou, juste, c'est un peu, peut-être comme les gens qui courent, après il y a une sorte de peut-être, dopamine ou je ne sais quoi qui fait que maintenant si je le fais pas, je me sens pas bien. Donc du coup, je le fais, tout le temps. Pas toujours, au même moment de la journée parce que selon mon emploi du temps et aussi parce que je veux voir, les moments de la journée, dans les marches. Donc des fois je pars le soir et c'est le coucher du soleil, des fois c'est le matin très tôt, c'est le lever du soleil, des fois c'est le midi en plein soleil, enfin et même sous la pluie, j'y vais, hein. Je prends mes bottes, mon parapluie, je prends des photos de la pluie, enfin voilà, c'est je m'éclate quoi et je pense que ça m'apporte l'équilibre quand je suis stressée aussi. Parce que par exemple là, en ce moment, la sortie du livre et tout, la marche, c'est ce qui me sauve du stress, hein, parce que je te jure, c'est super stressant. Ouais, voilà, un peu les mêmes bienfaits que la créativité en fait, mmh. est-ce que, tu veux rajouter, autre chose, que ce soit à propos, du livre ou, voilà, quelque chose qu'on aurait omis de parler aujourd'hui qui te semble important à ajouter? Réfléchissons. On a dit pas mal de choses. Je pense que le fil conducteur, ce serait peut-être la permission.
quand même. Et puis, oui, la permission et l'indulgence. Moi, j'ai dit, hein, c'est un livre, anti-injonction, donc il y aura pas de méthode dedans, il y aura pas, des grosses astuces, bon, il y aura, j'espère quand même de l'inspiration et surtout, je le dis parfois, c'est marrant parce que j'ai appelé ce livre manifeste comme un truc un peu point levé et des fois je dis: «Ce livre, c'est une lettre d'amour». Donc voilà, si vous avez envie de lire une lettre d'amour, vous pouvez, aller jeter un petit coup d'œil par là. Trop bien, merci Ilan, j'étais ravie de t'avoir, aujourd'hui. Mais moi aussi, ça m'a fait très plaisir.